Et je vais inviter tout de suite à nous rejoindre l'ancien ministre et sénateur de Lyon. Merci d'être avec nous et vous avez suivi nos échanges. Donc, j'avais prévu quelques petites questions pour vous, Jean-Baptiste Lemoyne, mais je crois que autant qu'on se laisse guider par tout ce qui vient de se dire, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, l'acceptabilité c'est extrêmement important, le partage de la valeur aussi. Donc, peut-être d'abord une réaction sur ce qui vient de se dire et puis après peut-être des questions supplémentaires. Bien, déjà, merci Président Loury pour l'invitation. L'équipe de Lyon du Sénat est au complet. Je salue Dominique Vérien qui nous a rejoint également. Et je dois dire que ces moments sont chaque année intéressants et même plus que ça, passionnants parce que, je dois le dire, on s'instruit. On s'instruit parce que vous faites venir des experts, des spécialistes et je dois dire, on en sort quand même, voilà, plutôt moins bête que quand on y rentre. Donc on s'instruit et surtout on prend, enfin je sais pas, moi en tous les cas, je sais pas vous, mais un formidable shoot d'optimisme. Voilà. Et ça nuit pas à la santé, au contraire, surtout par les temps qui courent, parce qu'on l'a vu à travers un certain nombre de graphes et puis de démonstrations très concrètes. Quand j'entends effectivement M. Martin, M. Goffard, quand j'entends le maire de Varzy, ben voilà, tout ça, c'est pas juste des crobards sur un PowerPoint, c'est faisable. Et d'ailleurs, la preuve, c'est réalisé à quelques dizaines de kilomètres de Moneto, Madame le maire. Donc, du coup, je trouve que c'est des moments qui sont assez uniques, parce qu'on a toujours tendance, peut-être à avoir un peu le moral en berne par rapport aux défis qu'on doit relever. On se dit, on est comme Sisyphe, hein, on pousse notre rocher, va-t-on y arriver à relever ces défis climatiques, environnementaux, etc. Et quand on sort du Skeneto chaque année, on se dit, yes, on va le faire. Voilà, on va le faire ensemble, avec le SDUY, avec les communes, les intercos, les clés, bref, naturellement, toutes les collectivités, j'oublie pas le département, la région, et naturellement l'État. Et on le fait sur les territoires parce qu'un intervenant l'a dit, c'est la revanche de la ruralité. Ça, c'est intéressant comme expression, parce que c'est vrai que quand on parle de la transition écologique et qu'on parle de planification écologique, c'est vrai que dans les territoires, on pourrait s'inquiéter, mais on voit que ce sont les territoires qui sont en train de se passer et que c'est là que ça va se passer. Mais alors, quel point de vigilance, cependant ? Alors, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que vous avez raison, ça part des territoires, et d'ailleurs, tout le travail non seulement législatif qui a été conduit au Parlement sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, mais également impulsé par le gouvernement, c'est de faire en sorte que justement ça parte des territoires et ça remonte. C'est-à-dire qu'il y a la notion de planification, on sait qu'on a des défis à relever, donc du coup, baisser nos consommations et faire changer le mix. Comment y arriver ? Il y a des objectifs nationaux puis régionaux. Et puis après, il faut que sur les territoires, on arrive naturellement à décliner ça. Mais la philosophie de la loi qu'on a votée, c'est de faire en sorte que ça parte du terrain. Et c'est ainsi d'ailleurs que vous êtes amenés les uns et les autres, je sais qu'un certain nombre de maires m'en ont déjà parlé, réfléchissent avec leurs conseils municipaux à s'emparer des outils de la loi d'accélération en disant, bah oui, nous on est OK, on va déterminer une zone d'accélération, mais aussi pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés au fait de se mettre dans cette posture. Et donc la zone d'accélération, c'est bien les élus qui vont la déterminer, qui vont délibérer. Après, il y aura naturellement une mise au pot commun, un examen d'une cartographie au niveau départemental puis régional, et le comité régional de l'énergie, dans lequel siègent des élus, rendra un avis. Il dira peut-être au niveau de Lyon, oui, vous avez atteint les objectifs, donc pas de souci, on peut rester là-dessus, ou au contraire, il en faut un peu plus, etc. Mais donc ça part de la base, et surtout, ça sera validé avec un avis conforme des communes. Donc une commune ne pourra pas se voir imposer sa zone d'accélération. Donc je crois que c'est important parce que si je remonte à il y a une quinzaine d'années, et les élus du Gâtinais qui sont là s'en souviendront peut-être, Claude Mauloise notamment, parce qu'il est vice-président du syndicat. Je me souviens d'un projet éolien dans le secteur qui avait fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est vrai que les projets éoliens, en termes d'acceptabilité, c'est pas toujours évident. Et pour le coup, à l'époque, en fait, les élus étaient très démunis. Parce que c'est le préfet de région à Dijon qui décide si oui ou non. Et les élus, ils pouvaient prendre des vœux, des délibérations, etc.
si le préfet voulait s'asseoir dessus, il s'assied dessus. Alors que là, l'idée, c'est je définis mes zones d'accélération et dès lors que j'ai défini cette zone d'accélération, après, je peux aussi définir des zones d'exclusion parce que je veux protéger tel ou tel patrimoine paysager, patrimoine historique ou le voisinage de tel écart, tel hameau, etc. Donc, je trouve qu'on a avec cette loi eh bien, des outils, une boîte à outils intéressante pour les élus. Et puis, il y avait des questions par rapport au partage de la valeur. Justement, nous avons prévu ce partage de la valeur et c'est ultra important pour rendre acceptables les projets parce qu'effectivement, à quoi bon accepter chez moi des choses qui potentiellement peuvent apporter des externalités négatives si j'en vois pas des avantages. Et donc, ce qui est prévu, c'est que eh bien, les projets qui vont sortir de ces zones d'accélération, eh bien, les opérateurs qui seront dessus et qui vont souvent répondre à des appels d'offres de l'État, des appels à projets de l'État, État qui met des ronds pour rendre viables ces projets, eh bien, à ce moment-là, une partie des bénéfices devra aller vers le financement de projets verts des communes d'installation ou des EPCI d'installation. Donc, il y a cette notion d'intéressement qui est capitale. Et puis, par ailleurs, M. Martin évoquait l'IFER, qui est cette taxe naturellement sur les réseaux qui permet d'abonder un certain nombre de budgets communaux par rapport à la puissance installée. Eh bien, justement, il y a un travail qui est engagé et qui va se conclure là dans les tout prochains jours, puisque on attend un rapport pour revoir l'affectation de l'IFER. Aujourd'hui, la commune, elle en voit assez peu la couleur, elle en voit 20%. L'Interco, elle en voit, je crois, 30%, et le département doit voir, je crois, 50% ou quelque chose comme ça. Et donc, l'idée, c'est peut-être de donner une place plus importante à la commune, sans rien enlever à la base existante, et donc il ne s'agit pas d'enlever à ce que touche le département ou le PCI à ce stade, depuis, enfin je dirais, dans l'historique, mais les nouveaux projets, que les communes puissent avoir plus de retour sur l'IFER, et donc dans leurs recettes communales. Donc, je crois que c'est deux points importants pour montrer qu'il y a vraiment ce souhait du législateur eh bien, de mieux associer les territoires en termes de retombées économiques. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Sénat, qui est très sourcilleux sur les collectivités locales, et pour cause, nous vous représentons, a adopté très largement cette loi, 300 voix pour, 13 voix contre. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui a été au-delà des clivages politiques, partisans, et tant mieux, parce que quand on regarde toutes les présentations qui ont été faites auparavant, il s'agit tout simplement de bon sens. Voilà, donc ça peut être un levier dans l'acceptabilité des projets sur les territoires, mais on voit bien, c'est un sujet qui est revenu régulièrement, l'acceptabilité. Est-ce que c'est suffisant? On a parlé de construire un récit, raconter la transition énergétique, comment elle peut profiter à chacun et chacune. Quelles peuvent être les pistes pour réussir à emmener cet élan collectif? Alors l'acceptabilité, ça a très bien été dit par M. Goffard ou par Irène qui disait c'est vrai que quasiment 100% des projets ils font l'objet de recours et parfois c'est bien entendu on prend des années dans la vue ou sinon c'est même carrément bloquant. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui peut aider, c'est de plus en plus de montrer que lorsqu'on accepte localement un projet de ce type-là, eh bien, on en voit aussi les fruits localement. Alors, il y a le côté partage de la valeur, mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être intéresser les citoyens du secteur concerné pour qu'ils voient concrètement sur la facture une baisse liée justement à la mise en œuvre du projet. Et on a parlé tout à l'heure autoconsommation, je trouve ça très intéressant parce que si on se dit l'autoconsommation, on met le paquet là-dessus parce que justement les projets, eh bien, concrètement, on voit localement l'impact que ça a en baisse de facture, c'était dit par monsieur le maire de Varzy, je pense que nos concitoyens, ils sont sensibles. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais depuis 15 jours que les tragiques événements se sont déclenchés au Moyen-Orient, je trouve que les réactions de nos concitoyens, elles sont pas forcément sur l'aspect géopolitique ou moral des choses. Elles sont sur... mais ça va encore nous retomber dessus parce qu'on va se taper, on a l'histoire du choc pétrolier des années 70 en tête, on va encore se taper la douloureuse avec du pétrole qui va flamber, etc., etc. Et donc,
on voit bien qu'il y a cette nécessité de raccrocher ces projets aux bénéfices concrets. Et donc, le bénéfice concret, c'est le portefeuille. Et donc, c'est le fait de j'accepte un projet, du coup, effectivement, quelque part, il faut qu'on reconnaisse cette contribution en faisant baisser la facture, je pense, des personnes du territoire concerné. Ça y participe, à mon avis. Et puis après, on a quand même des générations qui sont de plus en plus intéressées à ces défis climatiques et environnementaux. Je pense que le fait de se dire on a de l'énergie en circuit court, ça parle de plus en plus. Et j'étais très sensible d'ailleurs à ce qui était dit sur la dimension bois-énergie. Je pense qu'on a intérêt, et notamment dans Lyon, maintenant qu'on sait qu'on est le futur Texas, monsieur le directeur général, tout intérêt, je pense, à resserrer les liens de l'équipe de Lyon des énergies. Je m'explique. Jean-Noël me dit, oui, il faut que le service de l'État aussi nous associe dans la mise en œuvre justement de la loi d'accélération. Il a raison, puisqu'il y a une référente, c'est la secrétaire générale de la préfecture. Naturellement, il faut qu'il y ait ce travail conjoint qui soit mené. Mais de la même façon, il se trouve que j'étais tout à l'heure avec également les communes forestières qui me disent « Ah là là, nous on aimerait bien mieux travailler avec le syndicat des énergies, comme ils le font dans le Lot ou ailleurs, parce que les circuits de chaleur, la biomasse, etc., on a des choses à faire ensemble. Et nul doute que Gilles Sacpet, qui doit être dans les deux bureaux, ou Claude Depuit aussi, qui est ici et qui héberge les communes forestières à Fleuny, pourront naturellement contribuer à cela, parce qu'il y a plein de choses à faire ensemble. Et donc, voilà, c'est cette équipe de Lyon des énergies qu'il faut bâtir. Et ça tombe bien, on est à quelques mois, Monsieur le Président, me semble-t-il, du 10e anniversaire de la création du syndicat, puisque c'est 2014. 2014-2024, on y est, voilà, 10 ans, on va souffler les bougies bientôt. Bravo, Monsieur le Président. Merci Jean-Baptiste Lemoine.